Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, la vidéo tant attendue que je vous ai si longtemps promise, on va regarder comment bien acheter une KTM 1290 Adventure. Alors 1290, en fait 1050, 1090, 1190, 1290. Je ne vais pas aborder les 950, 990, je ne les connais pas. Même si pour moi ce sont les plus belles. Il n'y a pas la 990, c'est vraiment une moto qui m'a toujours fait rêver. C'est un autre problème. Donc là, on va parler un peu de tous les points qui sont à vérifier sur cette machine. La vidéo sera assez longue, vous aurez des chapitres. Dessous, allez directement à ce qui vous intéresse. Je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour moi. On a passé... Ah, j'ai tout qui s'envole, il y a du jour dans le garage. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour moi, puisqu'on a passé les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc je tenais d'abord à vous remercier tous pour votre fidélité. Il en faut parce que j'ai pas produit beaucoup de vidéos ces derniers temps. Là, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, je suis à la retraite, donc je vais avoir beaucoup plus de temps pour moi et pour la chaîne que je vais développer. Vous aurez de plus en plus d'essais, des essais de moto, mais pas seulement, des essais de matériel aussi. J'ai changé mon casque, donc je vous présenterai mon nouveau casque sur la prochaine vidéo. Vous verrez, c'est assez sympa, et puis je pense que c'est un casque où il n'y a pas beaucoup d'avis sur internet. Donc c'est un casque pour vous dévoiler quelque chose quand même, c'est un casque Adventure. J'avais un casque Cross et un casque intégral, je suis passé au casque Adventure, on verra un peu tout ça ensemble. Donc voilà, 1000 abonnés, merci encore à vous. Quand je regarde mes statistiques de chaîne, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Il y aura plus de vidéos, plus de contenu, donc j'espère que ça vous plaira. Et dites-moi aussi ce que vous souhaitez voir sur les prochaines vidéos. On arrête là le blabla, on passe à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, j'ai préparé mon petit papier parce que la liste est longue, ce qui ne veut pas dire que la moto a beaucoup de problèmes, on est bien d'accord, mais je voulais vous citer tous les points qu'il fallait bien vérifier. On va commencer par le moteur, et en premier lieu, on va commencer par les bruits. Donc vous avez un bicylindre de grosse cylindrée, on a un 1290, des grosses gamelles. C'est un moteur qui, quand vous allez le démarrer à froid, là la moto est froide, vous allez pouvoir l'entendre. On va entendre beaucoup de bruit métallique, tout ça c'est normal, mais celui qui vient d'une autre marque, d'un 4 cylindres Honda, bien souple, bien silencieux, ça va peut-être le choquer, donc je voulais vous montrer ça. Alors les bruits, je les ai divisés en deux. Il y a le bruit à la mise sous tension et il y a le bruit moteur tournant. Ça va donner ça. À la mise sous tension, vous allez entendre un sifflement. Beaucoup pensent que c'est la pompe à essence, ce n'est pas la pompe à essence. D'abord, vous allez entendre la pompe à essence, je vais vous le montrer, et ensuite, vous allez entendre un sifflement permanent. Sur cette moto, vous avez une poignée de gaz à commande électrique. En fait, c'est les papillons, les moteurs des papillons, qui font ce bruit-là. Si vous tournez la poignée, le bruit va varier. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je mets sous tension. En premier lieu, vous allez entendre le bruit de la pompe à essence. Maintenant, d'accord? Et là, le sifflement que vous entendez, on va passer de l'autre côté, il vient d'ici, de dessous, au niveau des cylindres, au niveau des papillons. Si je bouge la poignée, vous allez entendre. Voilà, donc ça, bruit tout à fait normal de la moto. Je démarre. Voilà, donc là vous avez pu entendre un peu tous les bruits qu'on avait sur la machine. La mienne, j'ai pas trop à me plaindre, le bruit métallique je n'entends pas, ou alors c'est peut-être l'habitude, c'est ma deuxième Adventure, j'ai eu une 1090 avant, je suis peut-être habitué. Puis moi j'ai un échappement Wings qui couvre quand même pas mal de bruit métallique, ça aide. Donc voilà, donc les bruits vous avez entendus, ça c'est des choses qui sont tout à fait normales, à vérifier que ça tourne. Et vous avez vu que ça démarre bien aussi. On va en parler d'ailleurs maintenant. Il y a des problèmes de démarrage, principalement sur les 1290 SAS, SAR, Super Aventure S et R, qui ont beaucoup plus d'électronique, donc qui demandent beaucoup plus à la batterie. Ces problèmes de démarrage, ils ont existé aussi sur la 1190 version 2013 de mémoire, où il y a eu un rappel pour changer le démarreur. Mais là, c'était un problème de démarreur.
Sur les nouvelles, c'est pas un problème de démarreur, c'est un problème de batterie. Je pense que la batterie doit être un peu faible par rapport à toute l'électronique, puisqu'il y a un anti-démarrage, il y a un système sans clé, il y a un tableau de bord numérique, bon, même si c'est pas ça qui consomme. Enfin, on va dire qu'il y a plus de soucis, plus de demandes électriques. Donc, on peut vérifier la tension batterie, on va regarder ça maintenant. Donc quand vous démarrez, ici dans les favoris, là j'ai la température d'huile, et si je vais dans les menus, voilà, info générale, j'ai ma tension batterie qui est à 12 volts. Vous la voyez bien. Quand je vais démarrer, on voit que ma tension batterie est passée à 14 volts. Ça, c'est important de voir ça. Pourquoi? Parce que en fait, 12 volts, c'est la tension de la batterie à vide. 14 volts, c'est la tension de la batterie en charge. Ce qui prouve que l'alternateur débite bien et vient bien charger la batterie. En regardant ces paramètres-là, vous vous assurez que le circuit de charge de la batterie fonctionne correctement. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des problèmes de démarrage. Mais bon, la mienne est de 2015, la batterie est d'origine. Je n'ai jamais eu de problème de démarrage avec cette machine. Je suis sur Toulouse, c'est vrai que je n'ai pas des températures super négatives en hiver. Ma moto dort au garage. La solution que je peux vous proposer, enfin que je vous conseille, c'est peut-être de mettre, si vous habitez un pays froid, vous n'utilisez pas tous les jours votre moto, ce qui n'est pas mon cas, je l'utilise quasiment tous les jours. À ce moment-là, mettez un chargeur de charge lente en permanence sur votre batterie quand vous ne l'utilisez pas. Ça peut vous éviter d'avoir ce genre de problème, principalement sur les nouvelles générations. Donc là voilà, on a parlé des bruits, on a parlé, je reprends mon papier, de la batterie. On va parler d'un autre petit souci que vous pouvez rencontrer, qui peut au début vous faire paniquer. Je vous montre ça, on va vérifier si sur la mienne j'ai le problème. Ça concerne la condensation au niveau du bouchon d'huile. Donc le bouchon d'huile est là. Alors il est pas, des fois il est assez serré. On va prendre un petit tournevis. Hop. Il vient se bloquer, voilà. Donc là, j'enlève mon bouchon. On va voir sur la mienne si c'est le cas. Bon, c'est pas le cas. Mais ici, on peut trouver une espèce de mayonnaise. D'accord? Alors, moi, je l'ai eu sur ma 1090, mais sur celle-là, ben, c'est vrai que je l'avais déjà vu une fois. Je ne l'ai pas. Pourquoi on a cette mayonnaise? Parce qu'ici, on a une espèce de durite, d'accord? Et là, on a le moteur. Entre les deux, on a un phénomène de condensation qui se fait, ce qui fait qu'on a un dépôt ici de mayonnaise, c'est-à-dire de l'huile mélangée avec de l'eau, qui se fait au niveau du bouchon. Aucune inquiétude, c'est quelque chose de normal. D'accord? Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de mayonnaise au niveau du niveau d'huile. Tiens, le niveau d'huile, tant qu'on y est, il doit se situer en haut. Attention, le niveau d'huile, il se vérifie à chaud. Là, je viens de démarrer, vous voyez, le niveau est bas. Surtout ne pas rajouter d'huile, c'est tout à fait normal. On contrôlera le niveau d'huile quand la moto sera chaude. Donc voilà, on a parlé du niveau d'huile, on a parlé des bruits, de la condensation. On va maintenant parler d'un autre souci que vous pouvez rencontrer, là, qui par contre est fréquent. C'est le récepteur d'embrayage. Je vous en ai déjà parlé. Le récepteur d'embrayage KTM, qui là par contre est commun à quelques variantes près, c'est le même sur depuis la 950. Il a peut-être été un peu amélioré, mais pas grand-chose. Et c'est le même sur les 1290. Ce récepteur d'embrayage, il a tendance à fuir. Moi, je l'ai changé. J'ai mis un Oberon. Je vous ai déjà montré ça. Voilà. Il a une particularité, c'est que, comme je vous l'ai déjà expliqué, on peut mettre les deux liquides hydrauliques qui existent pour l'embrayage. Moi, j'ai un embrayage Magura, donc c'est de l'huile minérale, ou on peut mettre du DOT 4, ou 3, ça dépend. Et en plus, on peut changer les joints si jamais ça fuit. Alors, le problème de ces récepteurs d'embrayage, en fait, on a une fuite interne qui se produit. J'ai gardé mon ancien, je l'ai ouvert, et je vais vous montrer ce qui peut se passer. Le mien ne fuyait pas, mais ma moto a bientôt 40 000 km, et ça fuit entre 30 et 40 000 assez régulièrement. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà la bête ouverte en deux. D'accord? Donc on a le piston, on a le circlips, le ressort, le corps. D'accord? Ce qui se passe, pas tout le temps mais certaines fois,
voyez cette espèce de petit guide. Lui, il vient rentrer dans le trou là, ici, au milieu. Et des fois, il y a des petits copeaux d'aluminium qui se font, qui se mettent en travers, qui viennent sur le joint et qui bouffent le joint. Ou alors le joint s'use naturellement. Bon, moi, comme vous voyez, il n'est pas usé, mais ce type de joint plat, pour le trouver, bonjour, c'est pas évident du tout. KTM ne le détaille pas, donc il faut changer le récepteur complet. Bon, voilà pourquoi moi j'ai fait l'opération. Ça, c'est vraiment un point à vérifier. Comment on peut le vérifier? Ben, en fait, ici, vous allez avoir des fuites. Vous venez sur le corps, vous allez avoir des fuites ici, ou alors des traces sur le carter. Bon, moi, c'était de la graisse que j'ai mis, mais vous pouvez avoir des traces sur le carter ici qui se fait. Voilà, donc problème, récepteur embrayage, assez fréquent quand même sur nos machines. Ça, c'est un point faible de la KTM. Problème suivant, donc on a vu on a entendu tout à l'heure la pompe à essence. La pompe à essence peut être un problème aussi, parce que dessus on a deux systèmes de filtres, un système à crépine et un filtre standard, comme un filtre à huile. Vous voyez un filtre papier un peu là, cylindrique. Donc ces filtres là sont à changer à 30 000 km. Pour le faire, on va le faire sur la machine. De toute façon, je vous ferai une vidéo spécialement détaillée, je vous montre vite fait. En fait, la pompe à essence se situe ici. Je vous la montre, je ne sais pas si on va bien la voir. Je vais prendre ma lampe. Voilà, ça se situe dessous. Ok? Donc ici, là. Donc pour y accéder, faut démonter les crash bars. C'est faisable, on démonte les crash bars. Et puis et après on peut le faire dessous sans déposer le réservoir. Moi je déposerai le réservoir parce qu'il faut que je regarde le filtre à air aussi. Donc ce qu'il faut faire quand vous prenez la machine, si elle a plus de 30 000 km, n'hésitez pas à demander si les filtres ont bien été faits. Parce que si ça n'a pas été fait, vous pouvez avoir un colmatage. Ça arrive sur les machines, plutôt vers les 40 000, 40-45 000. Et à ce moment-là, le moteur peut s'arrêter. Ou du moins réduire sa puissance. Si vous êtes à l'autre bout de la planète, vous êtes mal, quoi. Donc, à vérifier au niveau du filtre à essence. Donc, voilà pour cette partie. Donc, cette partie purement, on va dire, moteur. On va voir deux autres points à vérifier. Sur les 1290 SAT comme la mienne, en 2015, il y a eu un rappel qui a été fait au niveau de la fixation du réservoir. Il y avait des fuites, il pouvait y avoir un écoulement carburant. Vérifiez bien que la modification a été faite. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Ici, j'ai enlevé la selle, comme ça vous verrez mieux. Voilà, ici cette vis a été renforcée à ce niveau-là, et cette vis, elle est différente des autres vis qu'on peut avoir sur le réservoir. Donc vérifiez bien ça. Autre chose, tant que je suis au niveau moteur, j'allais oublier, très important, cette plaque, ici. Donc si votre moto a été débridée, ça doit être marqué, d'accord? Le KTM doit vous fournir cette étiquette qui est à mettre sur la moto puisque le type a changé. Donc ça c'est impératif. Vérifiez bien que vous ayez cette étiquette qui prouve que la moto a bien été débridée si c'était un modèle comme moi qui était bridé à 100 chevaux. Voilà, donc ça c'est à voir. Autre point à vérifier, sur cette machine le radiateur est assez exposé. Donc il faut vérifier les ailettes. Moi sur la mienne, j'ai mis une grille. Je vous conseille vivement de mettre une grille de protection pour protéger les ailettes ici qui sont en fait super exposées à tous les petits gravillons et tout. Et si vous faites du off-road, moi c'est pas mon cas, mais on n'est pas à l'abri quand même sur la route de ramasser un caillou qui vient percer le radiateur. Si ça vous arrive, vous allez être embêté. Achetez la grille. Je ne veux pas dire de bêtises, hein. Je crois que c'est dans les 80 € chez KTM. C'est impératif. Moi, j'hésiterai pas là-dessus. Donc à vérifier. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour au niveau moteur. Je vérifie ma liste. On a parlé du radiateur. L'échappement, j'allais oublier l'échappement. Donc vous allez voir que sur beaucoup de KTM, on a enlevé l'échappement. D'accord? Et puis, comme moi, donc on met un échappement comme ça parce que je vous montre l'ancien.
Voilà la grosse gamelle qui est d'origine. Le son est pas trop mauvais, mais c'est pas esthétique. Ça pèse 3 tonnes. Voilà ce que c'est. Bon, puis le mien n'était pas super beau. Donc, j'ai fait tomber le prisonnier dedans. Bon, je le remettrai jamais, mais je le garde toujours. Donc, il y a beaucoup de gens qui changent l'échappement. Attention. Effectivement, il n'y a pas de souci pour le changer. Certains échappements demandent une mise à jour de la cartographie moteur. C'est le cas de la Krapovic. C'est le cas de plein d'autres échappements. C'est pas le cas du Wings tant qu'on garde les chicanes. D'accord, Wings vend le pot avec 2 chicanes. Je vous ai déjà montré, vous regardez la vidéo sur mon échappement. Tant que vous gardez les chicanes, il n'y a pas de problème. Si vous enlevez les chicanes, il faudra mettre la cartographie, et la cartographie à Krapovic donnée par KTM marche parfaitement. Donc demandez à ce que si le pot a été changé, qu'il y ait bien une adaptation de la cartographie et que le gars ait bien mis ce qu'il fallait. Voilà, je pense qu'on en a fini avec tout ce qui était moteur. Reste juste une chose à vérifier, mais ça c'est valable pour la partie cycle. Attendez, je vous replace. Voilà, c'est valable pour la partie cycle, c'est valable pour tout. Si vous achetez, on peut acheter une KTM Adventure avec beaucoup de kilométrage. C'est un moteur qui est super fiable. Je ne vous ai pas parlé de distribution, on va en parler un peu, mais il faut savoir que par exemple la distribution se contrôle à 30 000 km. De tout ce que j'ai pu lire, personne ne touche à la distribution à 30 000. On va plutôt commencer à y toucher vers les 60 000 km. C'est là où on peut avoir à changer les pastilles. Une opération qui est assez lourde. Je vais garder ma moto, je n'en changerai pas, et on fera cette opération, pas tout de suite, chez 40 000 km, mais bon, ça va vite arriver, donc vous verrez comment on fait un peu la prise de jeu, et éventuellement, s'il faut démonter les arbres à cam, on le fera ensemble. Une belle partie de plaisir, parce que là, l'accès, c'est quelque chose de terrible sur cette machine. Donc voilà, donc révision des 30 000, si vous achetez votre moto à 40 000, assurez-vous que la révision des 30 000 a été faite, c'est la plus lourde du programme d'entretien KTM. Elle va comporter les vidanges de tous les systèmes de freinage, embrayage, les purges, il y aura aussi le remplacement du liquide d'eau, du liquide de refroidissement, pardon. Et donc on aura aussi toute la partie réglage soupape, pompe à essence comme on l'a vu, échange des filtres, échange du filtre à air. Donc là la moto est entre guillemets à poil. Donc une grosse révision, assurez-vous auprès de KTM que c'est bien enregistré et que cette révision a été faite. Ou alors si le gars l'a fait lui-même, ça c'est à vous de voir si pour vous c'est quelqu'un qui est de confiance ou pas. En général quand on fait son entretien moto, on roule dessus, on y fait attention. Voilà, ça c'est mon avis personnel. En ce qui concerne le moteur, donc on a fait le tour. On va parler partie cycle. Alors, pas beaucoup de... Enfin, on va parler cosmétique d'abord, après on parlera partie cycle. En cosmétique, je vais vous montrer des problèmes que vous pouvez rencontrer et qui sont à vérifier. C'est de l'eau dans les clignots. Ça arrive souvent sur pas mal de modèles. Bon, moi, vous voyez, ils sont nickel. C'est des clignots LED qu'il y a sur cette machine. D'accord? Donc je n'ai aucun souci, j'ai pas d'eau dedans, mais vérifiez parce que ça arrive assez souvent. L'autre petit problème qu'il y a sur les 1190, au niveau du réservoir, vous pouvez avoir, les réservoirs ils sont noirs, et c'est une peinture, et la peinture du réservoir, c'est à peu près à ce niveau-là, bon c'est pas le même modèle, mais la peinture s'enlève, vérifiez-le. Ça c'est les 1190 surtout. Au niveau de toutes les KTM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on veut accéder à quelque chose sur cette machine, et vous pouvez regarder mes vidéos précédentes, il faut tout démonter, d'accord? Donc ces vis-là, derrière, on a des prisonniers. Donc quand vous prenez une moto d'occasion, vérifiez quand même que les vis soient bien mises, qu'il n'y ait pas de jeu, parce que certaines peuvent être posées, prisonnier cassé derrière, et vous la perdrez. Et après, c'est pas un problème, le prisonnier se change. Mais voilà, il vaut mieux vérifier, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de démontage au niveau de ces flancs, en fait. Donc les vis là et les vis dessous. Voilà, donc ça c'est principalement du détail, c'est un peu de cosmétique, mais c'est à vérifier. Ensuite, au niveau de la partie cycle en elle-même, là on va attaquer le point dur. On va attaquer les suspensions. On va parler d'abord suspension avant. Donc, sur les motos
En général, 11,90. À part on va retirer les 10,50 et 10,90 qui n'ont pas de suspension pilotée, mais toutes les autres ont des suspensions pilotées, sauf la R qui, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que la R a une suspension manuelle. À vérifier, je ne suis pas sûr. Toujours est-il, ça ne change pas grand-chose. Dans ces suspensions, on parlera des modes après. Sur la fourche, les problèmes qu'on a, c'est au niveau des joints spi. Donc, les joints spi sont ici. Vérifiez, en fait, que vous n'ayez pas d'huile ici sur votre fourreau, qui voudrait dire que le joint spi est foutu. D'accord? Donc, les deux joints spi à vérifier, principalement, visuellement. Amortisseur arrière, pareil. On a des soucis, on peut avoir des fuites. Donc, au niveau de la tige, d'accord? Et au niveau un peu plus au niveau du connecteur ici sur l'amortisseur, j'espère que vous voyez bien puisque je peux zoomer plus, peut-être en passant par là, ça va mieux. Voilà, au niveau de la prise du connecteur, vérifiez que vous n'ayez pas de fuite, la prise rouge qu'on voit là. Ça, c'est les problèmes qui peuvent arriver. Donc là, ça c'est les problèmes de fuite. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fait débat, et je vais vous expliquer tout ça. Sur cette moto, on a 4 modes de suspension, d'accord, qui sont Sport, Street, Rain et Off-Road, pour celle-là. Donc là, on va venir jouer uniquement sur la détente des suspensions, c'est-à-dire qu'on va permettre à la suspension d'être plus ou moins dure, c'est-à-dire freiner sa remontée en fait. C'est surtout ça, on va venir freiner la remontée, d'accord, ou la compression. Freiner la remontée, pardon, pas la compression. Après, au niveau de la suspension arrière, on peut venir régler la précharge. Ça n'agit, quand on agit sur la précharge, je vous montrerai les modes, on n'agit que sur la suspension arrière. Donc là, on a 4 modes aussi, on a solo avec bagage, on a A2 et A2 avec bagage. Quand on joue sur les modes de suspension uniquement, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, Sport, Street, Normal, Rain pardon, et Off-Road, on peut le faire en roulant, aucun problème. Mais quand on agit sur la précharge, donc le menu préload, il faut le faire impérativement sur la béquille centrale, si vous n'en avez pas, béquille latérale, mais surtout zéro charge sur la moto. Pourquoi? On va la regarder, vous allez vite comprendre. On a, excusez-moi, je vous montre ça. On a un moteur électrique ici, là, ici. Un tout petit moteur électrique qui, lui, en fait, je vais vous le montrer tout à l'heure, va venir comprimer le ressort. Ce moteur électrique, il n'est pas fait pour... putain, il y a des toiles d'araignée. Il n'est pas fait pour faire bouger l'amortisseur avec un bonhomme de 80 kg dessus. D'accord? Donc, en fait, c'est pour ça que si jamais vous le faites, ben vous pouvez être quasi sûr que vous allez avoir un message d'erreur au tableau de bord, et puis votre moteur il va être HS, il faudra le changer. Donc, je sais pas, moi mon concessionnaire, quand j'ai pris la moto, concessionnaire à Toulouse JBS, m'a précisé ça, il m'a dit attention, la précharge se fait toujours sur la béquille centrale sans poids dessus. C'est super important. Parlez-en avec votre concessionnaire, mais c'est super important. C'est un problème récurrent, vous avez beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui font cette erreur. Donc la précharge toujours béquille, moto sur béquille. On va regarder les modes. Donc les modes, on les a. L'erreur générale, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai supprimé, j'ai démonté la selle. Ça aussi c'est un truc, n'ayez pas peur. Si vous démontez la selle, comme c'est une selle chauffante, la moto constate qu'il y a une erreur sur le circuit électrique, donc elle nous met une erreur. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà les modes de conduite, ça c'est les modes de conduite moteur. Dans les modes d'amortissement, on a Sport, Street, Confort, Off-Road. Ça, vous pouvez les bouger comme vous voulez, d'accord? L'autre, c'est la charge. Ça, par contre, ça se fait uniquement sur béquille centrale, d'accord? Sans poids. Attention à ça, super important. Bon, bien sûr, si jamais vous allez dedans, là, et que je le mets ici, voilà.
Normalement, il ne va pas bouger parce qu'il faut qu'il y ait moteur tournant. D'accord? Donc vous voyez, quand vous avez fait ça, le petit bonhomme clignote. Tant qu'il clignote, on ne fait rien du tout. Ok? Donc là, je vais démarrer la moto et vous allez voir que il va bouger. Là, le petit bonhomme est fixe, donc c'est bon. Ici, on est bien sur on. La suspension est modifiée. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est super important parce que ça vous coûte un bras si jamais vous avez cette erreur qui apparaît. Donc voilà, au niveau de... C'est ce que je voulais vous dire au niveau des suspensions, c'est les principaux problèmes. L'amortisseur arrière, moi je l'ai eu, je sais que quand je l'ai acheté d'occasion, elle avait 30 000 et j'avais une fuite au niveau de l'amortisseur arrière. J'ai l'impression quand même que ça arrive, ça peut arriver, donc soyez vigilants, regardez-le. Au niveau de, si on continue un peu au niveau donc, de la partie cycle, on va arriver à la chaîne, on va arriver au guide chaîne. Je ne parle pas de la démultiplication, j'ai fait une vidéo dessus. Allez voir, beaucoup de gens changent la démultiplication, pignon, couronne, bon je ne reviens pas sur le débat. On va regarder ce que donne le guide chaîne. Donc le guide chaîne, en fait déjà on va voir ce que c'est. Donc c'est cette pièce là, d'accord? Cette pièce en plastique là qui fait tout le tour ici et qui vient dessous. Facile à changer, pas facile à changer, pas trop facile, il faut démonter le cover, le pignon, on va le faire parce que vous allez voir pourquoi. Et en fait, on a une vérification à faire ici. On doit voir, normalement, je vais vous montrer ce que ça doit être sur une moto neuve. Voilà, on voit la moitié du rivet, d'accord, dans cette encoche. Moi, on ne voit plus le rivet. Donc le guide chaîne est mort. Donc il faudra que je le change et on verra ça sur une prochaine vidéo. Ça fera l'occasion de voir un peu. Ça vaut une vingtaine d'euros, donc c'est que dalle à faire. C'est que dalle, ça coûte pas cher à acheter. C'est pas si simple à changer, on verra. Il y en a certains qui arrivent même et qui doivent même défaire l'axe du bras oscillant. J'espère que j'aurai pas ça à faire, mais je pense qu'en défaisant le cover, le pignon, on verra tout ça. Donc voilà, carter, vérifiez que vous ayez ce demi-axe visible, parce que si vous ne le voyez pas, ben, il sera à changer. Donc c'est mieux de le faire par l'ancien propriétaire s'il ne le savait pas. Beaucoup de gens ne le savent pas d'ailleurs. On a vu le guide chaîne. On va aborder un sujet aussi épineux que vous pouvez rencontrer sur certains forums qui s'appelle le guidonnage, ou le chimie si vous êtes anglophone. Le guidonnage, effectivement, sur les aventures, on a des problèmes, on peut avoir des problèmes de guidonnage. Ça dépend des machines, c'est pas sur toutes les machines. Ça dépend de beaucoup de paramètres et je vais vous parler de mon expérience. En fait, sur la 1090, je l'avais, c'est un guidonnage qui arrivait à la coupure des gaz. Quand je passais vers les 80-70 km/h, on avait le guidon qui battait. Si je lâchais le guidon, il battait. Si je le garde, on sent rien, mais si on lâche le guidon, on le sent. Plusieurs possibilités. Soit c'est un top caisse, vous avez le top caisse derrière, et en fait, ce qu'il y a, pourquoi ça guidonne? Parce que on n'a pas assez de poids devant, d'accord? Donc ça c'est la première truc. Donc si vous mettez un top caisse, vous amplifiez le système. Deuxième possibilité, c'est les pneus. C'est ce qui m'est arrivé sur la 1090, j'avais des scorpions, une catastrophe. Et donc j'ai changé mes pneus. Ça n'a pas totalement résolu, mais ça a bien diminué le problème. Donc ensuite, ça peut être la position sur la moto, si on est en arrière, en avant, le poids qu'on fait. Ça peut dépendre aussi, il peut y avoir des soucis, je vous montre. Ici, on a l'écrou de serrage de la colonne de direction. Ça arrive qu'il ne soit pas assez serré. Reportez-vous au manuel pour le serrer, pour avoir la bonne sensibilité. Attention, il ne faut pas trop le serrer. Si vous le serrez trop, vous marquez les cages de roulement et là, c'est mort. Donc, si vous ne savez pas, rapprochez-vous de votre concessionnaire. On peut vérifier aussi la hauteur des tubes de fourche ici. Vérifier qu'on ait la même chose des deux côtés. Si c'est une moto que vous venez de prendre, c'est facile, il y a des traits, on le voit très bien. D'accord? On peut vérifier ça. Vérifier la pression des pneus. Ça peut venir aussi de ça. Et moi, le truc que j'ai trouvé, donc je me suis, en me posant la question, donc pourquoi il y avait du chimie, ça peut être dû à l'angle de la moto, l'angle de chasse de la moto, mais à ce moment-là, ça le ferait sur toutes les aventures et c'est pas le cas. Exemple sur celle-là,
Zéro problème. Top case, valise, vous connaissez mon matériel, donc je vous remontre. Le top case JV Tracker, les valises Shad. Je peux tout mettre, je peux rouler à la vitesse que je veux. Je vous l'ai déjà dit en Allemagne, j'avais le top case à 200 à l'heure, j'ai pas eu de guidonnage. Donc moi ce que j'ai fait, je mets sur la 1090, j'ai augmenté la précharge de l'amortisseur. Et là, en mettant plus de poids sur l'avant, eh ben, j'ai résolu mon problème. Donc ce que je vous conseille, sur celles-là qui sont électroniques, si jamais vous avez le problème, au lieu de rouler en solo, ben, vous roulez en solo plus valise. Ça va vous précontraindre l'amortisseur et ça devrait résoudre le problème. Si ce n'est pas suffisant, mettez à 2 et puis ainsi de suite, vous chargez l'arrière. Il faut regarder de ce côté-là, ou éventuellement descendre les tubes de fourche. Je vous le conseille moins. On va modifier la chasse, mais je vous le conseille moins. Donc, effectivement, c'est pas sur toutes les machines. Il y en a certaines où on ne peut rien faire. J'ai vu ça aussi, où il n'y a pas de solution. La moto, pour une raison inconnue, la moto guidonne. Voilà. Donc, ce problème-là, il est assez important. Faites un essai routier, vous relâchez les gaz. 80-70 km/h, c'est le régime où vous pouvez avoir ce problème. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir. On continue sur la partie cycle et on va parler frein arrière. Donc le problème qui peut arriver sur certaines machines, on sollicite trop le frein arrière, le disque chauffe, il chauffe les triers chauffent le liquide bouillonne, perte d'efficacité du frein arrière. Ça arrive assez souvent. La solution, on change le liquide, on met un liquide Racing, en fait, qui a une plage de température un peu plus élevée et qui évite on va pas dire de bouillir, mais quasiment quand même, hein, qui évite de trop s'échauffer. Donc si ça vous arrive, vous changez le liquide, vous cherchez sur internet, il y a les références, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a les références en fait du liquide qui va bien. Autre souci, les béquilles. Donc quand vous prenez la machine, ben, il faut inspecter la béquille. On a eu des casses de béquilles sur certaines KTM. Je vous conseille de vérifier ici au niveau des soudures, d'accord, de toutes les soudures de la béquille latérale, centrale, pardon, excusez-moi. Et sur votre béquille latérale, ben, vérifiez aussi qu'il n'y ait pas de soucis tout autour. Les machines sont lourdes. Celle-là fait plus de 240 kg avec le plein. Si jamais ça casse, ça va faire mal. Donc vérifiez bien les béquilles au moment de l'achat. On en a fini pour la partie cycle. Je vais vous parler d'autre chose aussi. Un des points faibles de cette moto, c'est le... Excusez-moi pour le contre-jour, je tourne. Un des soucis de cette machine, c'est l'éclairage. On a un éclairage... alors je parle plutôt des 1190, 1290 SAT. Les nouvelles ont des éclairages LED... Je pense qu'il n'y a quand même pas photo, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a nous sur nos machines. Je vous remontre, hein. 1050, 1090, 1190, c'est la même chose. Phare standard, guirlande de LED, et pas efficace du tout. Donc, on peut changer les ampoules, mettre des ampoules LED, j'avais fait ça sur ma 1090, ou on peut mettre des phares additionnels. Vous les connaissez, la vidéo d'installation, vous la trouverez aussi. Là où je veux en venir, c'est que beaucoup de personnes modifient donc l'éclairage et en fait il faut vérifier que ça soit bien fait. Vérifiez que vous n'ayez pas des fils qui se baladent de partout, vérifiez que ça soit mis après contact la commande, si vous mettez des longues portées par exemple, pour pas qu'il y ait un rigolo qui appuie sur le bouton et puis vous vide la batterie. Vérifiez que le gars est passé par les prises accessoires plutôt que passer directement sur la batterie, c'est un conseil que je vous donne. Les prises accessoires KTM, vous en avez 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Il y a assez de possibilités pour les mettre avant contact, après contact, avant, arrière, sans pour ça aller tirer sur la batterie. Si vous tirez sur la batterie, ça veut dire que le gars il a passé le fil sous le réservoir. C'est caché, on ne voit pas. Donc est-ce qu'il a bien passé le câble dessous? Est-ce qu'il a mis au bon endroit? Donc voilà, ça peut être source de problème, donc à vérifier. Vous n'allez pas démonter le réservoir pour aller vérifier, donc je vous conseille de vérifier ça. Sinon, vous voyez dessous. Bon, c'est assez compact quand même, donc si on veut passer, effectivement, il y a possibilité, on peut passer par ici, la batterie elle est dessous le cache ici, là. Voilà, elle est là. Donc vous pouvez vérifier vite fait ce qui a été mis, vous voyez, moi j'ai rien. Il n'y a rien qui a été mis sur la batterie. Mais après, c'est pas interdit, hein. Voilà, je vous conseille de vérifier. Donc voilà pour les prises accessoires. Un petit détail aussi qu'il faut vérifier, avant que j'oublie, la bulle. On la démonte, on la remonte souvent si on veut enlever le phare et tout ça. Ici, au niveau des vis, vérifiez qu'il n'y ait pas de fissure.
de cric. Hein. Ça ne se sert pas comme un mulet, ces vis-là, d'accord? Ça se sert au contact. C'est pas la peine de serrer fort. Mais ça arrive qu'elle soit serrée trop fort et à ce moment-là, vous avez des fissures. Ça, c'est valable pour toutes les machines. En règle générale, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, KTM, quand vous avez votre petit bouquin, à la fin, il vous résume un peu les couples de torquage. Je vous rappelle ça principalement pour le filtre à huile, ici, toutes les vis que vous pouvez avoir ici au niveau de la crépine. Tout ça, ça se sert au couple, d'accord, hein, on sert sur de l'aluminium. Donc si on serre trop fort, on pète tout. Donc vérifiez toujours sur la dock KTM, ça c'est bien fait chez KTM. Vous avez toujours le couple de torquage. Si vous forcez, si vous pétez, c'est filer l'hélicoïde dans la foulée. Hein. Donc je vous conseille pas. Donc appliquez toujours le couple dessus. Allez, dernier point. Après je vous embête plus. Ici, j'ai une machine qui n'a pas de canister. Chance pour moi. Mais sur la 1090, je l'avais. Je vous conseille de regarder ma vidéo pour mettre le canister de côté. Attention au canister parce que il y a deux tuyaux qui viennent. Il y en a un qui vient du trop-plein réservoir ici et un qui vient pour récupérer les vapeurs. Tout ça, dans les nouvelles bécanes Euro 4, c'est réinjecté. Il y a un tuyau, il y a une vanne pour réinjecter ces vapeurs et tout ça. Et les drains sont bouchés. Vous voyez, moi les drains ils sont ouverts. D'accord? Si j'ai un trop-plein, ça va couler ici. Ok? Donc, si le gars il a enlevé le canister, il faut qu'il ait ouvert ici et qu'il ait bien fermé les tuyauteries comme il faut là. Vérifiez-le quand même. Ça c'est super important. Voilà, bon, je vérifie ma liste, mais je pense que on a tout vu. Oui, j'ai tout vu. Si vous avez eu d'autres soucis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sera les bienvenus. La vidéo a été un peu longue, mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez sélectionner, n'hésitez pas 1 minute. Et puis sinon, on a parlé de ces problèmes. N'allez pas croire que tous ces problèmes sont sur la même moto, heureusement pour nous. Toutes les machines ont des soucis. Je vous le rappelle, j'ai eu toute la gamme des GS. Hein. J'ai eu la 650, la 800, la 1150 et la 1200. Donc sur la 1200, on m'a changé tout le harnais électrique parce que le Buscan ne fonctionnait pas. Sur la 650, on m'a changé le réservoir carburant qui s'est délaminé. Donc des problèmes, il y en a sur toutes les machines. Sachez quand même qu'il y a des KTM qui ont plus de 100 000 km et il n'y en a pas qu'une, elles sont légion. Regardez sur le Bon Coin, les 950, 990, qui pourtant n'étaient pas réputées super fiables, les premières 950. Ben, il y en a qui ont un paquet de bornes, les 1290. Il y en a plein qui passent tranquillement les 90 000 km. Donc allez-y les yeux fermés, c'est une très bonne machine. Caractérielle, elle a du caractère, pas caractérielle, elle a du caractère, c'est un gros bicylindre. C'est une tonne de plaisir à piloter, très franchement. Moi perso, je ne changerai pas. J'adore cette moto. Je vous le dis, je vous le répète, j'adore cette moto. Et tous les petits problèmes qu'il y a, oui, ça peut arriver. Je peux comprendre que certains, c'est quand même de l'argent qu'on met dans ces motos. Maintenant, moi, le concessionnaire, je ne connais pas vos concessionnaires. Moi, le mien, il a toujours bien réagi aux problèmes que j'avais. C'est super important d'avoir une bonne relation avec son concessionnaire aussi. Des explications, j'en ai eu tout le temps, des conseils, puis ils ont su réagir quand il y avait un problème qui était connu et où il fallait intervenir. C'est peut-être pas le cas de tous les concessionnaires, moi je vous dis ce que j'en pense, chacun son avis. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, je suis là pour y répondre, hein. Maintenant je suis encore plus disponible, donc n'hésitez pas. Voilà, prochaine vidéo, on parlera de mon nouveau casque. Je vais faire ça la semaine prochaine. Et puis dans les vidéos suivantes, on va voir comment changer le guide chaîne. Là, je pense que ça va être sympa, on aura une bonne partie de plaisir. On verra ça. Et puis après, l'essai de la 390. Je vous ai promis des essais moto. En ce moment, je monte un peu sur Toulouse. Bon, là ça va, il y a un peu de soleil, mais il n'arrête pas de pleuvoir, donc c'est un peu compliqué pour prendre les motos, pour les utiliser. Moi j'aime pas trop rouler quand il pleut avec des motos d'essai, c'est pas à moi, j'ai pas envie de... S'il arrive quelque chose, quoi que ce soit, donc j'attendrai qu'il fasse un peu meilleur. Donc on va être un peu patient, mais il y aura du contenu sur la chaîne. Si vous voulez voir autre chose, des tests de bousons, j'ai une tenue KTM complète, si ça vous intéresse, on peut en parler. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, et soyez prudents sur la route. Tchuss!